Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette merveilleuse journée. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être présent à notre webinaire en collaboration avec Détail Québec. Je me présente Karina Serré, directrice des communications au Conseil québécois du commerce de détail. Nous aurons aujourd'hui la présence de Madame Andréane Rondeau de Stratélix qui nous parlera de la fidélisation de la clientèle à l'ère de la COVID, sujet très, très intéressant. Et Vanessa, ici présente, qui s'occupera de coordonner vos questions à la fin du webinaire et elle va vous faire quelques explications pour le fonctionnement de celui-ci. Donc, je vous remercie, vous souhaite un excellent webinaire. Merci encore d'être là. À vous, mesdames. Vanessa. Oui, parfait. Donc, à tous les participants, pour poser vos questions, vous allez avoir deux options. L'option QR qui se trouve en bas de votre écran pour poser des questions à l'écrit durant toute la conférence d'Andréane. Vous avez également l'option de poser des questions à l'oral pour des questions un peu plus développées. À ce moment-là, vous aurez à utiliser l'option main levée qui est également en bas de votre écran. J'irai activer votre micro et vous pourrez ainsi poser votre question à Andréane à l'oral à la fin de la présentation. Bonne conférence à tous. Je laisse la parole à Andréane. Parfait, bonjour. Donc, merci beaucoup Vanessa, merci Karina pour la présentation, pour l'introduction. Donc, je vais vous commencer par vous partager mon écran. Peut-être juste me confirmer que ça fonctionne bien. C'est parfait, Andréane. C'est parfait, magnifique. Donc, merci beaucoup à tous d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse, en fait, d'être avec vous pour avoir la chance, en fait, de discuter d'un sujet qui me passionne, donc la fidélisation. On va passer, en fait, les 60 prochaines minutes ensemble. On va aborder, en fait, comment adapter sa stratégie de fidélisation à la situation actuelle, comment utiliser son programme de fidélisation pour relancer ses ventes. Puis comment préparer le futur aussi dans le contexte actuel. Donc, on a des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui, qui probablement offrent déjà un programme de fidélisation au sein de votre entreprise. Peut-être que vous l'utilisez à son plein potentiel, peut-être que non. D'autres justement, qui n'ont peut-être pas du tout de programme de fidélisation, de stratégie de fidélisation de la clientèle qui sont en place. Donc, on va aborder le sujet à partir de ces différentes perspectives-là. Pour comprendre, en fait, si une période de crise comme on vit actuellement, comment la fidélisation peut venir aider les entreprises à redémarrer. Donc, la fidélisation en temps de crise, en fait, c'est le premier sujet. Donc, on a ici la croissance de la participation au programme de fidélisation. Je vous ramène en arrière, en fait, à 2008, donc la crise financière qu'on a eue en 2008. Pour comparer les impacts, on n'a pas, comme je disais, on n'a pas vraiment de comparatif à ce qu'on vit actuellement, mais on peut quand même prendre comparaison avec les situations du passé. Donc, dans la crise économique vécue en 2008, on voit ici la croissance à la participation des programmes de fidélisation entre l'année 2007 et l'année 2009. On voit que selon les segments de la population, en général, c'est 19 % d'augmentation de participation à des programmes de fidélisation. Puis sur certains segments, comme les plus jeunes, ça va jusqu'à 32 % d'augmentation. C'est pas surprenant, en fait, en période d'incertitude financière, les consommateurs vont chercher à alléger leur portefeuille, alléger les dépenses. Puis, un programme de fidélisation va permettre, en fait, de donner un avantage économique qui est intéressant pour le consommateur avec les remises qui sont offertes. Ce qui est intéressant également, c'est que cet avantage-là ne s'adresse pas uniquement aux consommateurs, mais s'adresse aussi aux entreprises. Donc, d'une perspective au niveau des entreprises, j'ai ce graphique que je trouve très intéressant qui date toujours de la crise économique de 2008. En fait, où on a une comparaison
la performance en bourse des entreprises, des leaders. Donc, en bleu, on voit les leaders en termes d'expérience client, ceux qui avaient une forte stratégie d'engagement de clientèle, forte stratégie de fidélisation de leur clientèle. À l'inverse, en rouge, on voit les retardataires, donc ceux qui traînaient de la perte en termes d'expérience client. Puis, entre les deux, en vert, en titre de référence, les entreprises qui sont cotées au niveau du S&P 500. Donc, c'est intéressant de voir que les leaders en expérience client, les leaders en fidélisation de la clientèle ont non seulement subi la crise financière de 2008 de façon moins importante que les autres entreprises, mais en plus, s'en sont remis beaucoup plus rapidement. Donc, on voit le gain en 2009 qui a été fait, qui est beaucoup plus rapide. Donc, dans les prochains mois, voire la prochaine année, selon moi, on va assister à la même chose, en fait. Donc, un gain au niveau de l'intérêt des consommateurs vers les programmes de fidélisation, puis une performance des entreprises, une meilleure performance des entreprises qui ont à cœur la stratégie de fidélisation puis d'engagement de leur clientèle. La situation qu'on vit actuellement nous fait subir un grand ralentissement, puis voir dans certains secteurs, c'est même un arrêt complet des activités économiques. On assiste graduellement à une reprise des activités. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de revenir à la base. On est tous dans une situation un peu nouvelle. On doit refaire nos fondations. Donc, je vous propose donc de revoir la fidélisation à partir de sa base. Qu'est-ce que c'est que la fidélisation? Comment on revoit pour le contexte actuel? Donc, la première chose, la première question à se poser actuellement, c'est si vous offrez un programme de fidélisation ou si vous avez l'intention d'offrir un programme de fidélisation, est-ce que la promesse de base de votre programme est adaptée à la situation actuelle? C'est vraiment primordial de se poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de prémices qui ont changé, beaucoup de choses qui ont changé au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, en fait. Il faut revoir la promesse de base de notre programme. La première chose toute simple, en fait, à regarder, est-ce que votre programme comporte des règles d'expiration? Est-ce que votre programme comporte des règles de désactivation, par exemple? Donc, si les clients sont inactifs, si on émet des récompenses, est-ce qu'elles ont des dates d'expiration sur lesquelles, si les clients ne les utilisent pas, par exemple, ils vont les perdre? C'est le moment d'assouplir ces règles-là si vous ne l'avez pas déjà fait. On ne veut pas pénaliser le client. Actuellement, certains d'entre vous, peut-être que les commerces sont encore fermés, certains ont repris des activités, d'autres ont eu des activités limitées en ligne, par exemple. Donc, le consommateur n'était pas nécessairement au rendez-vous pour toutes sortes de raisons économiques, de santé ou autres. Donc, on ne veut pas pénaliser. C'est le temps de revoir et d'assouplir les règles. C'est la même chose si vous offrez un programme avec différents statuts, donc différents niveaux. Pensez à donner une période de grâce, finalement, pour le renouvellement des statuts, prolonger les statuts VIP ou autres actuels, pour donner une souplesse aux clients pour qu'ils puissent continuer à bénéficier, en fait, de leurs avantages malgré la situation qu'on vit actuellement. Un autre élément à regarder dans la promesse de base de son programme, dans sa stratégie, en fait, c'est les seuils d'échange. Donc, si votre programme propose des seuils d'échange, ça peut être une opportunité, en fait, de les revoir de façon temporaire, peut-être à la baisse, pour faciliter, en fait, pour inciter l'échange, pour encourager les clients à venir échanger leurs récompenses pour que ce soit plus facile, ce qui va aider à relancer l'activité puis à générer des ventes, évidemment. Dans ce contexte-là, l'élément de communication est aussi central. Il faut penser, si vous avez déjà un programme en place, ou même sans programme, si vous avez déjà des communications avec vos clients qui sont en place, vous communiquez toutes sortes de messages présentement qui sont peut-être un peu contradictoires avec la promesse que vous allez faire ou avec les changements que vous allez faire. Donc, il faut revoir ces communications-là, revoir la fréquence, revoir le ton, spécialement ce qui est automatisé, parce qu'on a tendance à les oublier souvent, ça fonctionne, puis on a tendance à pas nécessairement les revisiter. Donc, moi, je vous invite à les revisiter, voir si le message est encore le bon, si le ton est encore le bon. Et si vous faites des changements de façon temporaire à votre programme, bien, vous assurez que les communications reflètent bien ces changements-là. Dans le processus de communication, ce qui est important, en fait, c'est de ne pas oublier
que la fidélisation, c'est une relation que vous avez avec votre consommateur. C'est une relation qui est privilégiée. À la base, oui, elle est basée sur un échange transactionnel, mais au-delà d'être transactionnelle, cette relation-là, comme toutes les relations qu'on a dans notre vie, elle est émotionnelle aussi. Donc, il faut penser à cet aspect-là émotif, à cet aspect d'engagement que les consommateurs ont avec votre marque. Moi, comme consommatrice, si j'adhère à votre programme de fidélisation, je vous partage mes informations. Donc, je vais vous donner mon nom, mon courriel, mes préférences. Je vais vous fournir tout un lot d'informations. Donc, je vais m'attendre à avoir une relation qui est privilégiée, une expérience qui est personnalisée. Puis ça doit s'adresser, en fait, au niveau des communications également. Donc, je vous présente un exemple aujourd'hui, un courriel que j'ai reçu hier. Je trouvais ça intéressant parce que, bon, c'était tout à fait dans la lignée de l'expiration puis d'assouplir les règles. Donc, Calvin Klein qui offre un programme de fidélisation de la clientèle dans lequel je cumule des points pour mes achats et en échange de mes points à des périodes très spécifiques, on me donne une remise, en fait, que je peux appliquer sur mes achats. Étant donné que c'est des périodes spécifiques, les récompenses expirent à des moments spécifiques dans l'année. Donc, hier, je reçois ce courriel juste pour moi. Donc, on me dit en fait que les magasins sont fermés de façon temporaire encore. Certains sont en réouverture progressive. Dans cet esprit-là, on a décidé de prolonger l'expiration de mes récompenses qui devaient expirer ce mois-ci. Donc, à la base, c'est une excellente initiative. C'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, petit bémol, déjà ici, on s'adresse à moi comme étant Dear Preferred Loyalty Member. Au moment d'adhérer au programme, évidemment, je leur ai partagé mon courriel, je leur ai partagé mon nom, mon prénom. Donc, je m'attends dans cette relation-là avec la marque qu'on me reconnaisse et qu'on me nomme par mon nom, en fait. Autre élément, en fait, c'est, on m'indique, comme je le disais, que mes récompenses ne vont pas expirer ce mois-ci puis vont être prolongées. Le souci que j'ai ici, c'est que je n'ai pas de récompense accumulée. Donc, je n'en ai pas gagné de récompense. Je n'ai pas fait de transaction dernièrement, donc je n'ai pas de récompense. Et puis, on me dit que les récompenses que j'ai accumulées ne vont pas expirer. Donc, on a ici une opportunité d'avoir personnalisé le message, d'avoir un message différent pour les gens qui ont des récompenses qui vont expirer et pour les gens qui n'ont pas de récompense, juste pour aviser qu'on fait preuve de souplesse dans le programme. Malheureusement, on a passé à côté de cet élément-là et on m'indique que mes récompenses vont expirer. Autre élément, en fait, on aurait pu également utiliser mes données, l'information qu'ils ont par rapport à mon adresse, par rapport à où je fais mes achats normalement pour venir personnaliser l'endroit à m'indiquer si le magasin, mon magasin préféré, était ouvert ou pas actuellement. Donc, c'est tout un exemple ici de comment une action sur une bonne intention, quelque chose qui était une bonne initiative, me laisse en bout de ligne un goût un peu amer. Donc, il faut faire attention quand on parle au niveau quand on met en place ces communications pour utiliser ces données. En même temps, ce que je vous montre là, ce n'est pas une grande surprise. C'est un exemple que j'ai sélectionné parce que je l'ai reçu hier, mais c'est la réalité de beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui. Et à preuve, en fait, la première raison pour laquelle les programmes de fidélisation échouent, c'est une mauvaise utilisation des données. Donc, les entreprises, vous avez un programme de fidélisation, vous avez une base de données clients, vous connaissez vos clients, vous êtes assis sur une mine d'or d'informations. Il faut par contre vous assurer d'utiliser ces données à bon escient pour personnaliser l'expérience puis pour apprendre sur votre clientèle. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, premier exercice au niveau de l'utilisation des données, de comprendre qui sont vos clients et quels sont les changements. Avant de faire des changements de façon majeure, de regarder vos données, en fait. Il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui qui vont dire, bon, oui, mais ce n'est pas nécessairement évident. Plus petite entreprise, des équipes qui sont réduites, peut-être pas d'analystes ou d'équipes BI, en fait, pour venir creuser les données. Moi, je dis, allez-y étape par étape en fonction de votre capacité à l'interne, où vous êtes rendu. Donc, on peut encore, moi, je le dis toujours, puis je le fais moi-même, on peut encore faire des miracles avec un fichier Excel. Donc, d'utiliser le Excel pour commencer à regarder, à creuser, identifier ses meilleurs clients, qui étaient vos meilleurs clients avant la crise,
maintenant, qui sont-ils? Ceux qui vous ont délaissé pendant la crise, si par exemple vous aviez des activités en ligne, ceux qui ont délaissé complètement le programme de fidélisation ou qui ont délaissé complètement votre marque, versus ceux qui sont restés actifs en ligne, par exemple. Identifiez-les. Analysez pour voir leur comportement. Qu'est-ce qui a changé dans leur comportement d'achat? Est-ce qu'ils ont continué justement à faire des achats? Quel type d'achats ils ont fait? L'interaction avec votre programme de fidélisation, si vous avez une application mobile, un site web, est-ce qu'ils ont été présents sur les médias sociaux? Donc, de comprendre comment chacun de ces groupes de clients-là interagit. Puis, pour chacun de ces groupes-là que vous avez identifiés, ensuite, de mettre en place des actions. Qu'est-ce que vous voulez, de vous poser, qu'est-ce que vous voulez que ces clients-là fassent et qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner ces clients-là, pour vous aider à avoir une reprise, finalement. Donc, je vous donne un exemple tout simple. On revient à la base avec les meilleurs clients. Donc, identifiez vos meilleurs clients d'avant la crise. Qui était votre top 10% de vos meilleurs clients? Regardez ceux qui sont demeurés actifs. Ceux-là, vous allez avoir des incitatifs qui sont très différents parce que vous allez vouloir, dans un premier temps, qui, à la réouverture des magasins, par exemple, reviennent faire affaire avec vous. Vous allez peut-être pousser plus de ventes croisées, d'upsell, par exemple. Identifiez aussi ceux qui vous ont délaissés. Puis questionnez-les. Pourquoi ne pas envoyer un quiz, un sondage, essayer de comprendre pourquoi ils vous ont délaissés? Peut-être que certains étaient craintifs. Peut-être que c'est pour des raisons financières. Peut-être qu'il y en a d'autres que c'est parce qu'ils n'ont pas le goût de faire la file actuellement devant le magasin pour venir faire un achat. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à revenir? En fonction des réponses que vous allez obtenir, créez des petits groupes, puis adressez-vous à ces clients-là de façon différente. Donc, les gens, par exemple, qui n'ont pas le goût de faire la file, on parle de ces meilleurs clients-là. Donc, on est dans des petits groupes. Peut-être que les gens qui n'ont pas le goût de faire la file, vous pourriez proposer un événement de shopping virtuel, par exemple, ou encore un événement VIP pour les membres uniquement en magasin, où justement, on va éviter de faire la file. Ce genre d'initiative-là. Donc, ce qui est important, c'est juste des exemples ici, mais ce qui est important, en fait, c'est d'aller voir dans vos segments clients, de retourner à la base, donc de voir vos meilleurs clients. C'est eux aujourd'hui que vous devez réactiver. C'est eux qui sont le plus à l'écoute. C'est eux qui sont le plus captifs et qui ont le plus de chances de revenir. Donc, c'est un quick win, en fait. Donc, il faut s'adresser à ces clients-là, puis, en fonction de ces clients-là, adapter sa stratégie de fidélisation. En adaptant sa stratégie de fidélisation, assurez-vous, je le disais tout à l'heure, la fidélisation, oui, un volet transactionnel, mais il y a aussi un volet émotionnel qui est grand, un volet expérientiel qui est grand, qui n'est pas à négliger du tout. Donc, assurez-vous d'avoir un bon équilibre entre les récompenses puis la bonification monétaire, puis celles qui sont plus émotionnelles, donc, ou plus expérientielles, par exemple, qui vont promouvoir l'engagement. Donc, on peut penser, par exemple, à bonifier des actions sur les médias sociaux, des concours, des réponses à des sondages, toutes ces activités-là qui n'ont pas nécessairement un lien transactionnel auquel on va venir vouloir y rattacher son programme de fidélisation pour encourager l'engagement de sa clientèle. L'autre élément qui est à regarder également, c'est de savoir si les récompenses que vous offrez, est-ce qu'elles répondent aux besoins? Est-ce qu'elles sont toujours pertinentes dans le contexte actuel? Donc, si évidemment vous êtes dans un contexte où votre entreprise, vous n'avez pas de produits à vendre présentement, vous êtes fermé, puis que les seules récompenses qu'on peut avoir à travers la marque, c'est se procurer un produit, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut peut-être revoir en fait l'expérience au niveau récompense, puis être créatif. Je vous présente deux exemples que j'ai trouvés intéressants. Deux entreprises, une dans le commerce de détail, l'autre dans la restauration. Donc, Nike, en fait, très connu, a vécu la même chose que toutes les petites, moyennes et grandes entreprises, a dû fermer ses points de vente un peu partout à travers le monde. Donc, ils ont lancé une campagne Play Inside, Play for the World. À travers cette campagne-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'offrir de façon gratuite à tous leurs membres l'abonnement premium qui donne accès, entre autres aussi, à tout un réseau d'entraînement virtuel, de coach, de contenu. Ils ont lancé des défis, des compétitions virtuelles.
tout ça de façon gratuite plutôt que d'avoir l'abonnement premium qui est normalement payant. Ce que ça leur a permis de faire, en fait, il y a beaucoup d'avantages à ça. D'un point de vue consommateur, ça a permis, en fait, de réduire le taux de désabonnement. Puisque, avec la situation actuelle, il y aurait peut-être vécu des désabonnements pour des raisons financières. Peut-être qu'il y a des gens qui se seraient désabonnés, qui aujourd'hui, en bénéficiant du programme gratuitement, vont continuer, vont rester engagés avec la marque, vont continuer à être exposés aux produits de la marque, puis vont continuer à avoir une relation, finalement, avec la marque. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Intéressant aussi pour le recrutement parce qu'il y a plusieurs clients qui vont avoir vu ça à travers les campagnes, adhérer de façon gratuite. Donc, vont avoir appris à connaître ces outils-là, bénéficier de ces avantages-là. Puis, ils vont peut-être vouloir, une fois que le temps est revenu ou ce que Nike va se remettre à recharger, en fait, pour l'abonnement, prendre un abonnement payant. C'est une énorme capture de données pour Nike. Ils vont avoir acquérir des nouveaux membres, puis pourront certainement donner des incitatifs pour prolonger ça. Donc, très intéressant. C'est en lien avec la marque. On promouvoit la santé, on promouvoit l'entraînement, on promouvoit les gens à rester à l'intérieur, à le faire de la maison. Puis, on vient me donner les outils comme membre pour faciliter, pour m'aider finalement à continuer à m'entraîner puis à garder mes objectifs. Popeye, dans une toute autre perspective, en fait, chaîne de restauration rapide aux États-Unis de poulet qui est allée dans une toute autre approche, en fait. Eux, ce qu'ils ont fait, super intéressant, ils ont lancé un concours, un défi à leurs clients, en fait. Ils ont dit, prenez une photo de vous, puis publiez-la sur Twitter. Prenez une photo en train de manger un repas Popeye, finalement. Puis les 1000 premiers à poster leurs photos vont se mériter un accès gratuit de 1 an à Netflix. Donc, Netflix, c'est pas de lien du tout présentement avec la chaîne de restauration rapide. Mais les gens étaient confinés, les gens sont à la maison, on voyait un engouement pour tout ce qui était contenu en ligne. Donc, Netflix était très, très approprié pour le moment. Fait que c'est intéressant parce que sur le court terme, ça a généré des transactions. On disait les 1000 premiers à venir prendre une photo, il fallait que tu aies acheté un produit avant. Donc, on génère des transactions sur le court terme. Puis ensuite, on a récompensé ces 1000 clients-là avec un accès Netflix. Donc, j'ai développé une relation, j'ai développé un lien. À chaque fois que je vais ouvrir Netflix pour la prochaine année, je vais penser en fait à Popeye qui m'a offert cet abonnement-là sans frais. Donc, c'est toutes des initiatives qui sont là pour engager un lien avec le client au-delà du transactionnel. Il faut voir comment, de votre côté, vous pouvez mettre en place des initiatives similaires pour développer un lien émotionnel. Les liens émotionnels génèrent de l'engagement, puis l'engagement génère les transactions. Statistique ici, en fait, sur lesquelles qu'on voit, je le disais, ça génère une augmentation des dépenses, l'engagement. En fait, c'est de 27 %. Donc, quand une entreprise, la phrase est difficile à traduire, c'est une traduction libre, mais quand une entreprise établit un lien émotionnel avec ses clients, on a 27 % plus de clients qui vont augmenter leurs dépenses. Donc, il y a vraiment un lien de cause à effet direct entre le développement du lien émotionnel avec sa clientèle, l'engagement et les dépenses qui sont effectuées. Quand vous regardez au niveau des liens émotionnels, il y a différentes façons de le faire. Partager ses valeurs, en fait, les valeurs d'entreprise, le positionnement de la marque, c'est une des façons de le faire. Engager sa communauté aussi. Et puis, à cet égard-là, j'ai deux autres exemples à vous présenter aujourd'hui. 2 exemples locaux, donc 2 entreprises d'ici qu'on connaît tous probablement très bien. Donc, Métro, avec son programme Métro et moi, tout le monde connaît très bien le programme Métro et moi, ils ont mis en place une initiative au courant de la crise où ils ont invité leurs membres à faire don de leurs points pour venir en aide, en fait, aux gens qui étaient le plus dans le besoin. Donc, les membres avaient la chance de faire un don de leurs points. Puis, Métro égalait chaque don effectué par leurs membres, donc égalait le même montant. On est ici justement dans le partage de valeurs, dans un positionnement de charité, dans quelque chose où on partage ses valeurs, où on engage ses membres avec la marque. Moi, j'ai changé mes points pour faire un don. Je me suis engagée auprès de Métro, puis j'ai
j'ai été très près d'eux dans cette relation-là. Donc, c'est la relation qu'on cherche, en fait, quand on regarde au niveau d'établir des relations. Club Tissu, qui est un autre exemple, en fait, que j'ai trouvé super intéressant, une initiative qu'ils ont mis en place dès le début de la crise, une initiative que j'ai trouvée très dynamique. Ils ont, en fait, planifié des rencontres virtuelles sur Facebook avec leur communauté. Donc, Club Tissu, qui offre un programme de fidélisation, invitait ses clients, en fait, à tous se regrouper à travers des soirées virtuelles pour échanger sur des projets, échanger sur des projets de couture, échanger sur différents projets, regrouper les passionnés ensemble, ce qui permettait, même si les magasins étaient fermés et qu'on n'avait pas un lien transactionnel, de maintenir l'engagement, de partager des valeurs, de partager un intérêt ensemble, oui, avec la marque puis avec d'autres passionnés du même sujet que moi. Donc, c'est des petits gestes qu'on met en place qui, des fois, ont des impacts financiers qui sont plus grands, qui demandent plus d'organisation ou moins d'organisation. Il faut le voir aux besoins de chacun, comment on peut prendre ces initiatives-là et les appliquer à notre marque, les appliquer à notre clientèle, adapter notre stratégie en fonction de nos valeurs, puis en fonction des attentes de nos clients quand on regarde les données. Donc, c'est important actuellement, c'est toujours important, mais c'est important encore plus que jamais aujourd'hui, d'avoir une vue qui n'est pas uniquement transactionnelle sur votre client. Il faut voir à travers tous les canaux sur lesquels votre client interagit. De là que la donnée va vous servir énormément. Dans cette optique-là, c'est important de revoir son expérience fidélité pour qu'elle soit accessible et qu'elle soit uniforme à travers tous les canaux. Pourquoi? Simplement, en fait, parce que, je vais vous dire, le client, premièrement, le client s'y attend. Donc, on a 75% des consommateurs qui s'attendent à avoir une expérience omnicanale qui est cohérente. De ça, il y en a 73% qui disent « Moi, si je n'ai pas cette expérience-là, si on me reconnaît en magasin, mais on ne me reconnaît pas en ligne, ou si on me reconnaît en ligne, mais on ne me reconnaît pas en magasin, je suis susceptible de changer de marque, je suis susceptible d'aller magasiner ailleurs. » Donc, c'est important de regarder la fidélité, pas juste d'un point de vue transactionnel, mais de le regarder d'un point de vue relationnel au sens beaucoup plus large. Puis de faire un passage, finalement, de peut-être les références que vous avez au niveau de fidélisation qui sont très transactionnelles. Donc, je présente ma carte, j'obtiens des points. Après mes points, j'obtiens des récompenses. Oui, cette prémisse-là est toujours le fondement de la base de la relation. Le fondement de la relation. Mais il faut vraiment venir y ajouter un volet qui vient récompenser l'engagement, qui va répondre en fait aux besoins de votre client, à qui sont vos meilleurs clients, qui va répondre à votre positionnement. Pour débuter ça, des fois, il y a beaucoup de gens qui, un peu comme les données tout à l'heure, ce que je disais, c'est bon, oui, c'est facile, mais par où je débute, par où je commence, quel front je le prends, quel canal je le prends en premier. Vous n'avez pas à être sur tous les fronts dès le jour 1. Donc, vous n'avez pas, si vous prenez un virage en termes de fidélité omnicanal, vous n'avez pas nécessairement à être présent sur tous les canaux dès le jour 1. Je reviens à identifier ses meilleurs clients. Identifiez vos meilleurs clients, identifiez sur quels canaux ils interagissent le plus. Quand vous aurez interagi et quand vous aurez identifié ça, privilégiez ces canaux-là pour débuter. Ça va vous permettre de faire les choses une étape à la fois, puis de rencontrer vos clients, vos meilleurs clients, là où ils sont. Donc, comment, en fait, ça s'applique aujourd'hui, cette série, en fait, de recommandations, comment vous pouvez appliquer ça chez vous, dans votre, c'est quand vous allez retourner, donc à 11h, vous allez retourner à votre quotidien, comment vous allez appliquer ce changement de stratégie-là. La première chose que je dis, c'est penser à ne pas pénaliser vos clients, pensez à assouplir les règles en fonction du programme que vous avez actuellement. Si vous n'avez pas de programme, pensez justement à le développer avec cette souplesse-là dès le départ pour avoir un plus grand onboarding, d'avoir le plus grand nombre de clients qui adhèrent à votre programme. Que vous ayez un programme ou vous n'ayez pas de programme, utilisez vos données pour guider votre stratégie. C'est primordial.
c'est la raison, je crois, numéro 1 pour laquelle on a un programme de fidélisation, c'est d'être capable, en fait, de recueillir des données, puis d'utiliser ces données-là pour personnaliser l'expérience, pour guider votre stratégie, pour offrir à vos clients des récompenses, des avantages, des privilèges qui répondent à leurs besoins. Donc, aujourd'hui, je le disais, on retourne à la base. Ce qui est important, c'est de regarder aussi au niveau de votre clientèle qui sont, je vais le dire plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais qui sont vos meilleurs clients? C'est eux qui sont le plus susceptibles de revenir. Donc, c'est les clients qu'on veut cibler aujourd'hui à travers des initiatives au niveau des promotions, des initiatives personnalisées, comprendre c'est quoi leur comportement, puis s'adresser sur les différents canaux sur lesquels ils sont. Prioriser l'engagement émotionnel aussi, donc de ne pas voir la relation de fidélisation comme étant juste une relation transactionnelle, surtout actuellement. Si vous voulez maintenir la relation avec vos clients, le volet transactionnel est très au ralenti, voire complètement arrêté dans certains cas. Donc, vous devez vous assurer de maintenir en continu une communication, un engagement, continuer à bonifier certaines actions qui ne sont pas transactionnelles pour garder votre client captif. Puis, à la réouverture graduelle des magasins, vous assurer qu'il soit en ligne s'il n'est pas en ligne. Donc, de le garder engagé, de le garder captif. Puis, la dernière chose, en fait, le dernier conseil que je vous donnerais, en fait, c'est d'agir dès maintenant. Des fois, on voit, on entend des choses comme revoir sa stratégie. J'ai parlé d'omnicanalité, de lancer un programme de fidélisation, de revoir sa stratégie de fidélisation. Tout ça n'a pas besoin d'être des énormes chantiers. Vous pouvez prendre les choses une étape à la fois, une action à la fois. Chaque action, en fait, chaque client est une opportunité de développer une relation. Développer cette relation-là, je le disais tout à l'heure, ça va permettre un lien émotionnel, ça va permettre un engagement puis à court terme, ça va vous permettre de relancer vos ventes. Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on voit une reprise graduelle de l'économie, de l'activité économique. Je vous laisse donc sur ces éléments-là en vous rappelant que le client s'attend à avoir une expérience personnalisée puis que l'engagement au-delà du volet transactionnel va vous permettre vraiment de relancer vos ventes puis d'utiliser votre programme pour vous adresser aux bons clients puis s'assurer qu'ils soient au rendez-vous, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc, c'est ce qu'on avait aujourd'hui à vous présenter. Je voulais m'assurer qu'on ait du temps. Je vois qu'on a encore environ 30-35 minutes pour la période de questions. Donc, je vais être très heureuse de répondre, d'échanger avec vous sur les différents sujets qui ont été abordés ou sur les enjeux que vous avez en fait de votre côté, soit que vous désiriez mettre un programme de fidélisation en place ou si vous avez encore un programme qui est déjà en place ou une stratégie de fidélisation qui est en place puis sur laquelle vous avez des questions. Merci beaucoup, Andréane. Merci. Alors, c'est ça, je vais commencer. Je vois déjà deux questions dans le QR. Je vais vous poser la première question. Oui. Pourquoi les entreprises mettent des dates d'expiration ou des limites pour dépenser les points? Selon vous, est-ce la bonne chose à faire et pourquoi? Oui. Est-ce la bonne chose à faire? Bon, premièrement, pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il faut comprendre, je vais peut-être faire un petit pas de recul avant de répondre à cette question-là, en fait, pour donner le contexte canadien ou le contexte québécois spécifiquement. Il y a, depuis 2018 et 2019, une loi, en fait, qui régit le contexte dans lequel on est en mesure d'expirer des récompenses. Donc, quand on offre quand plutôt on propose une expiration des points ou des récompenses, il faut bien s'assurer de respecter ces règlements-là. C'est dans un cadre très, très, très spécifique auquel on va avoir le droit d'expirer les récompenses. C'est très limité au Québec, ce qu'on peut faire en termes d'expiration. Par contre, il ne faut pas sous-estimer aussi qu'au niveau des récompenses qu'on va accumuler, il y a je parlais de deux grandes structures. Il y a les récompenses qui sont transmises de façon automatique. Donc, par exemple, je cumule des achats et à un certain niveau, par exemple, si j'ai atteint
1000 points, par exemple, on va me remettre un échange ou 5 visites ou 10 visites. On va me remettre une récompense très spécifique. Ce type de programme-là va miser beaucoup sur la fréquence. Donc, à ce moment-là, on va mettre une expiration pour s'assurer que le client revienne utiliser sa récompense dans un délai qui est plus court. Donc, c'est des pratiques qu'on voit de façon régulière. D'un autre côté, il y a aussi la désactivation ou l'expiration due à l'inactivité qui, elle, vient principalement, en fait, au niveau des programmes de points pour venir alléger la provision financière des structures de fidélisation. Donc, une entreprise, quand elle met des points, c'est une provision financière qu'elle doit prendre. Donc, éventuellement, si le client ne fait aucune transaction pendant une période, bon, la loi prescrit un minimum de 12 mois. C'est à votre discrétion de le faire à 18 mois, 24 mois ou plus si vous désirez le faire. Mais on est en mesure de venir désactiver ces comptes-là, en fait, pour s'assurer que notre base de clients est toujours active puis qu'on n'a pas une provision financière sur des points qui ne seront jamais échangés. Donc, c'est les raisons principales pour lesquelles les entreprises le font. Est-ce que c'est une bonne pratique? Moi, ça dépend beaucoup de votre stratégie, ça dépend beaucoup de la fréquence d'achat. Comme je dis, c'est important de respecter les lois canadiennes, québécoises spécifiquement sur ce sujet-là. Mais il faut vraiment le voir en fonction de c'est quoi nos objectifs. Est-ce qu'on a des objectifs très axés sur la fréquence ou on a des objectifs qui sont plus axés, par exemple, sur le panier moyen. Puis en fonction de ça, on va adapter sa stratégie, on va adapter le délai dans lequel on va venir expirer les points, pas les points, mais les récompenses, en fait. J'espère que ça répond à la question. Parfait. La deuxième question, selon vous, quel est le modèle de programme de récompense qui fonctionne le mieux et pourquoi? On me pose souvent cette question-là. Malheureusement, s'il y avait une réponse facile, probablement que je ne serais pas ici à vous en parler. Probablement que ce n'est pas ce que je ferais comme métier. Il n'y a pas de formule magique. Encore une fois, quand on veut mettre en place un programme de fidélisation, la première chose à faire, c'est de déterminer c'est quoi ses objectifs. Est-ce qu'on a des enjeux au niveau de fréquence? Est-ce qu'on a des enjeux au niveau de l'engagement? Est-ce qu'on a des enjeux au niveau de la structure de prix? Est-ce qu'on a des enjeux sur le panier moyen? Donc, il faut bien définir ces objectifs. Puis, en fonction de ces objectifs-là, on va venir attacher une stratégie de fidélisation qui va répondre aux objectifs. Il ne faut pas le faire à l'inverse. Il ne faut pas dire, bon, moi, comme par exemple, personnellement, pas moi personnellement, mais je veux dire, il ne faut pas se positionner comme gestionnaire de programme de fidélisation puis dire, ben moi, je préfère un programme avec des points, je vais lancer un programme avec des points. Ou je préfère des étampes virtuelles, je vais lancer un programme d'étampes virtuelles. Il faut vraiment voir c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses objectifs, puis adapter la stratégie de fidélisation en fonction de ses objectifs. Il y a certaines entreprises, moi j'ai abordé certaines entreprises, des fois ils me disaient, moi je veux un programme de points, puis en bout de ligne, on a conclu que non, ce n'était pas la bonne approche à avoir. Donc, il faut vraiment voir c'est quoi nos objectifs pour avoir la bonne stratégie. Autre question, comment engager les business B2B? Oui. C'est intéressant le B2B parce que la structure au niveau de la fidélisation va être quand même très similaire. On veut, autant dans une structure B2B que dans une structure B2C, on veut apprendre à connaître notre client. On veut inciter des achats supplémentaires. Puis, on veut garder une relation entre les cycles d'achat, entre les différentes périodes d'achat. Donc, la structure, la mécanique, en fait, va être très similaire qu'on regarde un programme B2B ou qu'on regarde un programme B2C. Évidemment, les incitatifs qu'on va donner vont être différents. Il n'y a pas nécessairement d'intérêt, par exemple, à demander à une entreprise B2B de venir nous suivre sur les médias sociaux. Peut-être, peut-être pas. Donc, on va avoir des incitatifs qui sont différents, on va avoir des remises qui sont différentes, mais on adapte en fait la stratégie où les mêmes modèles de fidélisation vont être très similaires entre une stratégie B2B puis une stratégie B2C. Parfait. Bonjour, merci pour la présentation. J'aimerais connaître votre définition de fidélisation traditionnelle et de fidélisation omnicanale, ainsi que les points positifs et les points négatifs. Oui. En fait, je vais prendre la définition de fidélisation traditionnelle. Souvent, on associe, puis moi je l'entends souvent dans mon quotidien, là, les programmes de points.
Donc, on pense à la carte plastique, programme de points, j'accumule des points, éventuellement, je reçois une récompense. Puis la relation est uniquement basée sur cet échange commercial ou cet échange monétaire-là. C'est le modèle qui a fonctionné beaucoup pendant plusieurs années, il ne faut pas se le cacher, mais qui aujourd'hui, tout le contexte dans lequel le consommateur interagit avec la marque est très différent. Donc, on parle beaucoup de stratégie marketing omnicanal, pas juste de fidélisation, parce que le client qui avant était en magasin, purement en magasin, avait sa carte plastique, présentait sa carte plastique, recevait des points et utilisait ses récompenses. Aujourd'hui, ce même client-là, il est en ligne, il shoppe, il magasine en ligne, en fait, sur votre marque. Il voit peut-être vos produits même à l'extérieur de votre marque directement si vous distribuez à l'extérieur de votre réseau. Il interagit avec vous sur les médias sociaux. Il y a un point de contact avec votre centre d'appel. Il est sur votre site web. Il y a potentiellement votre application mobile. Donc, quand on parle de fidélisation omnicanale, c'est la même logique où on veut en fait venir reconnaître le client fidèle à travers tous les canaux. Donc, on veut mettre des incitatifs pour répondre à nos différents objectifs. Si on a des objectifs sur les médias sociaux, on va utiliser notre programme en fait pour venir bonifier certaines actions en ligne pour que le client puisse par exemple, suivre, exemple très simple, suivre la marque sur les médias sociaux puis obtenir des points pour le faire. Venez nous référer des clients à travers ou partager du contenu, par exemple. Avoir une expérience qui est la même, qui est reconnue, donc un client qui est reconnu. Si j'ai effectué un achat en ligne, j'arrive en magasin avec mon achat, la conseillère en magasin, la vendeuse en magasin me reconnaît parce qu'elle sait qu'est-ce que j'ai acheté en ligne. Donc, j'ai un profil complet. Puis, je ne suis pas deux clients, je suis un seul client. Ce que ça permet, c'est sûr que d'un point de vue consommateur, c'est beaucoup plus agréable parce que j'ai vraiment une expérience complète. Mais sous-estimez pas le gain que vous, comme entreprise, vous allez faire de ça. Le plus grand avantage, ça va être de vraiment voir qui sont vos clients très engagés, qui sont vos meilleurs clients. Si vous me percevez aujourd'hui comme étant deux clientes entre quand j'interagis de façon physique, par exemple en magasin, en événement, des choses comme ça, et de façon virtuelle, vous n'aurez pas une vue complète. Donc, peut-être que j'achète de façon très, très, très régulière en ligne. Je suis une excellente cliente en ligne. Puis quand j'arrive en magasin, vous allez me considérer comme une cliente moins importante parce que je fais très peu d'achats. Donc, je ne vais pas avoir, en fait, peut-être les avantages ou l'attention que je mériterais d'avoir par rapport à ma valeur cliente. Donc, les deux, il faut combiner les deux. Je ne dis pas de sous-estimer le volet transactionnel, il est très important, c'est la base comme telle, mais il faut migrer graduellement vers une fidélisation qui est omnicanale. Tous les avantages sont là. Je n'ai pas de désavantage, en fait, à nommer vers une fidélisation qui est omnicanale. Ça rejoint un petit peu la précédente. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ce qu'est omnicanal. Pourriez-vous élaborer? Oui, c'est ça en fait. Quand on va parler d'omnicanalité, c'est d'avoir une vision complète des clients, peu importe sur quel réseau ils vont échanger avec vous. Donc, c'est d'avoir, je donne un exemple tout simple, je parlais d'achat en ligne versus achat en magasin, d'être capable de me reconnaître dans les deux canaux, mais c'est aussi d'être capable de, par exemple, si j'appelle au service à la clientèle, que l'agent à qui je parle me connaisse dans ma totalité, donc voit mon profil dans mon ensemble. Qu'est-ce que j'ai comme récompenses qui sont disponibles, les achats que j'ai effectués en ligne, les achats que j'ai effectués en magasin. Est-ce que j'ai l'application mobile de la marque, par exemple? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que j'utilise les promotions? D'avoir vraiment une vue complète. C'est là qu'on parle d'omnicanalité, en fait, puis de faire attention parce que de plus en plus, on se dirige vers au moins multicanal, donc d'avoir du commerce en magasin, en vrai, là, physique, et en ligne, mais de ne pas oublier à travers ça d'y inclure son programme de fidélisation. Puis de ne pas le laisser en marge, en fait, comme étant un aspect qui est purement transactionnel et qui vit dans sa petite bulle puis qui va éventuellement être désuet complètement. Je ne sais pas si ça répond mieux à la question entre la différence entre les deux. Là.
Parfait. La loi au Québec prévoit que nous ne pouvons pas mettre une date d'expiration pour une carte cadeau. Par contre, lorsque la carte a été émise il y a 3 ans, peut-on rayer la carte si on ne retrouve pas le détenteur? C'est une excellente question. Au niveau des cartes cadeaux, là, je n'ai pas la réponse exacte au niveau des cartes cadeaux. Je sais qu'effectivement, on ne peut pas expirer de mémoire, on ne peut pas du tout expirer les soldes de cartes cadeaux. Puis là, j'y vais vraiment de mémoire. Je n'ai pas la confirmation à 100 %. Mais pour ce qui est des cartes cadeaux, je crois qu'au Québec, on ne peut pas expirer. Pour ce qui est de la fidélisation, on ne peut pas expirer les points ou les récompenses qui sont émises sous 2 critères, en fait. Le premier critère, en fait, c'est que si la récompense qu'on peut se procurer a une valeur supérieure à 50 $, on n'est pas en mesure d'expirer la récompense. Donc, je vous donne un exemple pour imaginer ça. Si j'ai un programme de points, j'utilise mes points pour payer mes achats. Donc là, évidemment, je peux payer les achats au montant que je veux. À ce moment-là, le bien que je peux me procurer peut être en haut de 50 $. Donc, je n'ai pas le droit d'expirer les points qui sont émis. À l'inverse, si par exemple, dans un café, j'ai un programme sur lequel j'obtiens mon 10e café gratuit, évidemment, le café a une valeur inférieure à 50 $. Donc, à ce moment-là, je vais être en mesure de mettre une date d'expiration. L'autre élément, c'est la notion d'activité. Donc, que ce soit autant pour la récompense comme le café gratuit ou encore les points, si en tant que membre, j'ai aucune interaction avec la marque pour une période minimale de 12 mois, donc ça veut dire que je n'ai fait aucun achat et aucun retour, aucun échange de points ou de récompenses avec la marque, et que j'ai aucune relation transactionnelle avec la marque pour une période de 12 mois, à ce moment-là, les entreprises sont en mesure d'expirer les points ou de désactiver les comptes. Mais il est obligatoire de communiquer, de prouver qu'on a communiqué avec le client pour l'aviser, en fait, qu'il allait perdre ses points puis lui donner une chance de faire une transaction puis de demeurer actif dans le programme. Merci. Autre question. Que pensez-vous d'exclure les produits en liquidation ou déjà en rabais du programme de fidélité? Car on remet une remise supplémentaire au final et ça peut compter pour beaucoup. Oui, effectivement. C'est vrai que dans certains cas, ça peut compter pour beaucoup. Faut voir dans quel contexte on parle au niveau des rabais puis des soldes qui sont émis. Idéalement, moi, je vous dirais, on essaie de ne pas les exclure. Dans certains cas, par contre, je peux comprendre qu'on les exclue, puis ça peut être acceptable de les exclure. J'ai pensé, entre autres, sur certains soldes très, très, très agressifs. Quand on est en période de fin d'année, par exemple, où on a des soldes, parfois on voit du 70, 75, 80 %, on peut penser à un certain niveau à exclure l'émission de récompense, en fait, de points sur ces produits-là. Idéalement, moi, je vous dirais que c'est bien de ne pas exclure ces produits-là, mais encore une fois, sur certains contextes, quand on est en période de solde très, très, très avantageuse, ça peut se faire sur un certain seuil. Mais quand on met en place un programme de fidélisation, une des choses aussi avec lesquelles je travaille beaucoup les entreprises, c'est de revoir sa stratégie promotionnelle, puis de tenter à réduire, je ne dis pas d'éliminer complètement, mais de réduire sa stratégie de rabais pour remplacer vers une stratégie de fidélisation qui, elle, vient mettre une bonification qui peut être utilisée sur des achats futurs. Donc, le coût est moindre. Ce n'est pas une perte de revenus qu'on a, mais c'est plutôt un gain sur des achats futurs. Parfait, merci. Prochaine question. Je ne sais pas si la formulation est correcte. Mon client ressent une gêne de continuer à se faire demander la carte lors des achats en temps de Covid. Étape additionnelle à la caisse, a-t-il raison? Ou à remettre sa carte lors des achats? Oui, à remettre sa carte. Ouais. J'aurais de la difficulté à comprendre pourquoi le client ne serait pas intéressé, au contraire, à présenter sa carte, d'autant plus qu'on est en période de COVID, puisqu'on est en période de ralentissement économique. Donc, c'est tout à son avantage, le consommateur, de présenter la carte pour obtenir des récompenses. Il va pouvoir économiser. Je pense qu'actuellement, dans le contexte économique actuel, je connais personne qui ne serait pas intéressé de bénéficier d'une économie.
Donc, je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut le présenter. Présentez-le d'un point de vue de l'avantage du consommateur. En présentant sa carte, il cumule des avantages qui vont lui permettre d'économiser, qui est un avantage pour lui. Donc, dans le contexte actuel, non, je pense qu'on doit vraiment faire un travail. Dans ce cas-là, moi, je vous recommanderais vraiment de faire un travail de communication avec vos clients, avec vos employés aussi, pour vous assurer que le message passe bien, que c'est tout à l'avantage du client de présenter sa carte, de s'identifier pour pouvoir bénéficier des remises auxquelles il a droit à travers le programme. Merci. Un bon exemple de l'approche omnicanal serait le programme Inspire de la SAQ, selon vous, Andréane? Oui, effectivement, ce serait un bon exemple. Donc, Inspire qui a le programme en magasin. Donc, je peux présenter ma carte, cumuler des points en magasin. Si j'effectue mes achats en ligne, j'ai aussi des points pour mes achats en ligne. Je peux utiliser mes points de mémoire. Je peux utiliser mes points autant en ligne qu'en magasin pour l'échange. On permet aussi l'échange pas juste sur des produits. Donc, je n'ai pas juste de l'alcool que je peux acheter avec mes points. Je peux avoir tout un volet expérientiel au niveau où il y a des cours, entre autres, de la formation, des cliniques, ce genre de choses-là. Donc là aussi, on a un statut. Fait l'application mobile qui vient fournir, en fait, un outil qui dépasse grandement la fidélisation, qui est un outil de magasinage dans lequel j'ai mon profil. Je suis en mesure de voir mes vins préférés, d'avoir des recommandations qui sont personnalisées en fonction de ce que j'ai consommé dans le passé. Donc oui, ce serait effectivement un bon exemple ici au Québec en termes de programme omnicanal. Autre question, comment utiliser le marketing de contenu, entre parenthèses, articles de blog, pour fidéliser et engendrer des ventes? Oui. C'est sûr, en fait, que là, on est purement du relationnel, donc une stratégie de fidélisation qui est vraiment liée au relationnel. Dépendamment si vous avez déjà un volet transactionnel en place, une des choses que vous pouvez envisager de faire, c'est justement de bonifier, par exemple, la lecture ou le partage de vos articles de blog. Mais au niveau de la stratégie de contenu, plus spécifiquement, les clients, quand je parlais de développer une relation émotionnelle puis une relation d'engagement, viennent pas juste chercher chez vous un produit. Ils viennent dans certains cas chercher du plaisir. Ils viennent dans certains cas chercher une expertise. Donc, le marketing de contenu va permettre de livrer ce volet-là. Puis, si, par exemple, je suis dans un détaillant d'articles de plein air, par exemple, oui, je vais vouloir me procurer peut-être des bottes de marche ou encore un autre article de sport ou de plein air. Mais je vais être à la recherche aussi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je vais être à la recherche de contenu. Donc, le blog, les articles, les newsletters avec du contenu privilégié vont définitivement aider l'engagement. Puis, dans un contexte de programme de fidélisation, d'avoir du contenu qui est exclusif aux membres, qui n'est pas accessible si on n'est pas membre du programme de fidélisation, c'est aussi une approche qui est très, très, très intéressante pour engager encore plus ses membres à l'intérieur de son programme et à l'intérieur de sa marque. Parfait, merci. Les petits commerces sont loin d'être à la hauteur en matière de fidélisation par rapport aux grandes entreprises. Quelles sont les raisons, selon vous? Je crois principalement en fait que c'est souvent, c'est pas du tout de mauvaise intention, c'est souvent un manque de temps, un manque de ressources. Historiquement, je dirais qu'il y avait aussi un gap au niveau technologique. Donc, historiquement, si on retourne il y a plusieurs années, les solutions de fidélisation, c'était toutes des solutions qui étaient quand même de l'artillerie lourde, là, je vais dire. Donc, qui demandaient des grands déploiements, beaucoup d'infrastructures technologiques qui avaient un coût quand même assez élevé. Aujourd'hui, la fidélisation s'est énormément démocratisée. Donc, les solutions de fidélisation se sont énormément démocratisées. On a beaucoup de solutions POS, donc des solutions de point de caisse ou encore des solutions de e-commerce qui offrent plusieurs plateformes de fidélisation, plusieurs solutions de fidélisation déjà intégrées qui permettent de lancer pour les petites entreprises un programme de façon relativement simple,
mais qui permet beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Donc, j'ai accompagné dernièrement moi, des petites entreprises avec 1 ou 2 points de vente, par exemple, ou encore des entreprises qui sont uniquement en ligne à lancer des programmes de fidélisation qui sont super attractifs, qui justement viennent encourager l'engagement, pas juste au niveau transactionnel, mais à d'autres niveaux. Donc, c'est vraiment une question, je pense, de connaissance, de ressources, de ne pas avoir pris ou eu le temps, en fait, de mettre en place ces stratégies-là. Mais c'est à la portée de tous, puis qu'on parle d'une multinationale ou qu'on parle d'une petite entreprise, d'un petit commerce de proximité. Les solutions sont là, sont abordables. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités sur le marché. Puis, je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui qui vous limite à mettre en place une stratégie de fidélisation qui est excellente, peu importe la grandeur de l'entreprise. Puis peut-être juste dire, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, justement, si vous ne savez pas par où le prendre. Il y a des gens comme moi, puis comme d'autres entreprises, en fait, qui vont être en mesure de vous accompagner pour sélectionner la bonne solution, puis la bonne stratégie à mettre en place également. Donc, peut-être commencer par la stratégie avant de commencer par la solution. Autre question, si on indique l'expiration de la carte après les 12 mois d'inactivité sur la carte de fidélité, est-ce que nous sommes obligés de les appeler avant de la désactiver? Appeler, pas nécessairement. Communiquer, oui. Donc, vous devez communiquer par écrit. Si vous avez le courriel du client, c'est simple. Vous pouvez simplement envoyer des courriels. Vous devez garder des traces de ces courriels-là. Par contre, si vous n'avez pas de courriel, vous devez communiquer par la poste. Donc, on doit toujours s'assurer, pour être en mesure de désactiver un profil, d'avoir communiqué avec le client de mémoire. C'est 60 jours avant d'avoir désactivé plutôt, pour vraiment l'aviser de la prochaine désactivation, de la raison pour laquelle on désactive les points et de la date à laquelle on va désactiver les points. Parfait. Ce n'est pas une question, je pense que c'est par rapport à une question précédente, une personne a répondu « Nous aussi, on le vit parce qu'il y a un contact avec sa carte. On doit écrire le montant, alors c'est gênant pour nous aussi. Au final, on prend des précautions. » C'est au niveau de l'échange de la carte de fidélité, j'ai l'impression. Ah, probablement dans le cas où on a des cartes qui ne sont pas numériques, peut-être, où on a des cartes papier où il faut écrire le montant. Effectivement, c'est vrai que ça peut être un enjeu actuellement. Moi, je vous dirais peut-être de penser à passer, bon, évidemment passer éventuellement du numérique, mais dans le court terme, peut-être penser à des étampes plutôt que d'avoir à écrire le montant comme tel, peut-être un système d'étampes sur lequel on peut changer les montants pour mettre des étampes comme ça. Il n'y a pas de contact direct entre l'employé et la carte. On passe par une étampe, ça peut être une solution. Rapidement, c'est une chose qui me vient à l'esprit comme ça. Mais effectivement, c'est vrai que dans ce contexte-là, ça peut être un peu plus gênant pour le client. Donc, de penser à des alternatives pour ne pas avoir un contact physique, là, par exemple, comme une étampe. Parfait. Quels seraient les 3 piliers d'un programme de fidélisation qui n'est pas basé sur la fréquence d'achat? Les 3 piliers. Je ne suis pas sûre que je comprends bien la question ici. Donc, je ne sais pas si la personne qui... Laura Takori, juste si vous souhaitez peut-être l'expliquer à l'oral, vous pouvez lever la main si vous êtes encore présente au webinaire. En attendant, on peut peut-être passer à la suivante. Oui. Que suggérez-vous aux entrepreneurs ayant une boutique en ligne en termes de programme de fidélisation? En fait, c'est un peu, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça va dépendre de c'est quoi vos objectifs. Boutique en ligne, si vous avez uniquement une boutique en ligne, je vous dirais que vous avez un certain niveau de chance puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions de fidélisation qui sont disponibles. Donc, dépendamment de la solution de e-commerce que vous utilisez, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il faut regarder, dans les cas pareils, comme si on avait une boutique en fait physique, il faut regarder de s'assurer d'avoir un volet transactionnel. Donc, est-ce qu'on donne, par exemple, des points pour chaque dollar d'achat ou encore basé sur la fréquence ou encore basé sur des niveaux. Puis, d'y ajouter des composantes qui ne sont pas nécessairement liées directement à
au volet transactionnel, comme par exemple bonifier la création de profil, aller chercher de l'information supplémentaire sur les préférences, suivre la marque sur les médias sociaux, encore c'est ce genre d'exemple. Donc, que ce soit en ligne ou en magasin, ou les deux en fait, l'approche est la même. Regardez c'est quoi vos objectifs, puis il faut appliquer la bonne stratégie de fidélisation en fonction des objectifs, peu importe le canal. Parfait. Comme le client ne va plus uniquement chercher un produit, mais une expérience avec le produit, comment la notion de service et d'expérience client a évolué au cours des dernières années, mais surtout des derniers mois? La variété de produits, les bons prix, le service à la clientèle, la courtoisie et la rapidité aux caisses. Oui. Les dernières années, c'est sûr que ça a énormément évolué. L'environnement en fait, commercial est de plus en plus compétitif, puis on accède à de plus en plus grand nombre de volumes, plus gros volumes de données. Donc, ce qui permet en fait de mieux connaître son client. En échange, le consommateur, lui, vous donne accès à ces informations-là. Donc, que ce soit à travers fournir les données transactionnelles, fournir de l'information, vous donner ses préférences, remplir des sondages, remplir des quiz. Donc, c'est sûr que tout cet environnement-là où les marques sont présentes plus juste dans la relation transactionnelle, ça change énormément la dynamique au niveau de l'engagement. Donc, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Puis je m'attends, moi, personnellement, à ce que ça change énormément aussi ça a changé dans les derniers mois, mais ça va changer dans les prochains mois aussi avec le nouveau contexte dans lequel on est. Donc, la rapidité aux caisses, effectivement, présentement, on subit des longues files d'attente aux entrées des magasins, des longues files d'attente pour le paiement aussi. Donc, ça, c'est tous des enjeux qu'il va falloir adresser parce que, comme je l'ai dit, la fidélisation, ce n'est pas juste d'un point de vue transactionnel. Donc, c'est des choses qu'il va falloir regarder pour être en mesure de desservir son client de façon plus juste en fonction de ses attentes. Donc, n'hésitez pas à questionner vos clients sur leurs frustrations, sur leurs attentes, sur ce qu'ils apprécient quand ils ont des interactions avec votre marque. Là. Oui, j'ai une dernière question. Oui. Je pense que c'est par rapport à votre activité dans l'entreprise. Est-ce que vous développez des plateformes pour vos clients ou est-ce que vous vendez ou référez à d'autres plateformes existantes? Oui, en fait, chez Stratélix, on ne produit pas du tout de plateforme, donc on n'est pas un développeur, on n'offre pas de solutions technologiques. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'accompagnement avec vous pour déterminer justement c'est quoi les besoins, c'est quoi les besoins d'affaires, mais c'est quoi exactement aussi les besoins en termes de technologie, qu'est-ce qui est déjà en place en termes de technologie, puis en fonction de ces besoins puis de cette réalité-là, on va vous diriger vers les bonnes plateformes. La relation au niveau du fournisseur fidélité, elle est directement entre vous et eux. Donc, nous, on sert juste d'intermédiaire, en fait, pour vous présenter ce qu'on juge comme étant les meilleures solutions. Donc, on va vous présenter, par exemple, 2 ou 3 partenaires d'un point de vue technologique qui peuvent le mieux répondre à vos besoins. Fait que ça peut accélérer, en fait, la sélection, d'être accompagné autant pour définir ses besoins que d'être exposé, en fait, aux solutions qui sont disponibles. Parfait. Ben, ça fait le tour des questions. Je ne sais pas, Laura n'a pas levé sa main, mais si elle souhaite par la suite poser sa question plus détaillée, qu'elle n'hésite pas à m'écrire ou à écrire directement à Andréane pour qu'on puisse lui répondre. Puis je pense que vous allez d'ailleurs présenter, donc je vous laisse mes coordonnées, je pense que vous allez d'ailleurs partager, si je ne me trompe pas, le contenu. Donc, oui. Les gens pourront aussi, s'il y a d'autres questions, ou des questions qui vous reviennent des fois après avoir accroché. On a d'autres questions qui nous viennent en tête, donc n'hésitez pas non plus à me partager ces questions-là. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Andréane. Je vais laisser la parole à Karina qui va partager également une présentation finale. Ah oui, un bon point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréane. C'était vraiment très, très enrichissant. Effectivement, nous allons... Bon, excusez-moi, je n'ai pas le talent rapide de Vanessa, mais nous allons partager, si vous le permettez, la présentation d'Andréane pour les intéressés.
C'était encore une fois en collaboration avec Détail Québec et le CQCD. On tient sincèrement à vous remercier, vous, les participants, bien évidemment, et notre magnifique conférencière Andréane pour ce sujet fort intéressant. J'imagine que vous voyez bien les webinaires à venir. Là. Je ne suis pas sûre de ma technique ici, mais les webinaires, on vous invite aussi à participer au prochain webinaire qui aura lieu jeudi à 10h avec Anne-Marie Saunier, Démystifier l'achat éco-responsable, le volet 2. Mardi, le 16 juin également, à 10h30, c'est un accueil optimal en temps de mesures sanitaires avec M. Éric Robidoux. Et mercredi 17 et mardi 30 juin, donc à 10h, le commerce omnicanal pour les petites entreprises, évidemment le volet 1 et le volet 2. Si vous ne participez pas au volet 1, vous pouvez toujours assister au volet 2. En fait, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, je vous remercie. Le CQCD et Détail Québec tiennent à vous remercier pour votre participation encore une fois et au plaisir de vous voir le prochain webinaire. Bonne journée! Merci, bonne journée. Merci, Andrea. Merci, bonne journée.